Dans les années 80, l'informatique, c'était ça. Et Internet, personne ne savait ce que c'était. En près de 40 ans pour l'ordinateur et seulement 20 ans pour Internet, le numérique s'est installé dans tous les coins et recoins de notre vie. La culture, l'éducation, la santé, les loisirs, le sport, le travail, l'administration. Jamais un média n'avait été adopté aussi rapidement et aussi massivement dans le monde. Aujourd'hui, c'est un terrien sur deux qui est connecté à Internet. Et ça continue à augmenter à chaque instant. Chaque semaine, nous Français passons 17h30 sur un mobile et 11 heures à jouer à des jeux vidéo. Chaque jour, nous passons 5h30 devant un écran, dont 3 heures connectées. Chaque heure, c'est 58 millions de mails et 7 millions de SMS qui circulent en France. Et chaque minute, nous faisons 50 000 recherches sur Internet et regardons 40 000 vidéos. Enfin, chaque seconde, l'ensemble des ordinateurs dans le monde consomment 20 000 kW. De quoi chauffer Perpignan pendant 1 heure. Et vous dans tout ça ? Eh bien, vous voulez juste garder le contact avec vos proches, vous informer, donner votre point de vue sur un sujet qui vous tient à cœur, contribuer au débat politique, vous former, gérer vos relations avec l'administration, travailler à distance, surveiller la réputation de votre entreprise, informer sur l'actualité de votre association, ou plus globalement, comprendre ce qui se trame avec ce numérique qui s'insinue dans tous les aspects de la vie. Mais qui vous explique et qui vous accompagne pour faire tout ça ? Vos enfants ? Votre voisin ? Le JT de 13 heures ? Ils sont bien gentils, mais ils n'ont pas toujours le temps et puis surtout, ce n'est pas leur métier. Par contre, il existe des professionnels qui font ça toute l'année, les médiateurs numériques. Depuis plus de 15 ans, la médiation numérique est présente dans toute la France. Vraiment toute la France. Alors c'est vrai, on ne trouve pas de boutique de médiation numérique avec une marque et un logo facile à retenir. Pour nous trouver, il faut savoir nous débusquer. En plus du terme générique d'EPN, espace public numérique, on nous trouve aussi sous des noms aussi variés que Eric, Cybercentre, EPI, Cyberbase, Fab Lab, Tiers-Lieu, etc. Vous êtes peut-être même passé à côté de nous sans le savoir. En fréquentant un centre social, une MJC, une médiathèque, un foyer rural, une maison de service public, c'est typiquement le genre d'endroit où la médiation numérique aime s'installer, au plus près de chez vous. Et si vous franchissez notre porte, attendez-vous à être accueilli par un être surnaturel, le médiateur numérique. En vrai couteau suisse, il est tout à la fois conseiller famille, conseiller fiscal, accompagnateur à l'emploi, médiateur culturel, éducateur, formateur, animateur, artiste, geek, technicien. Et en plus, il est sympa. Pour vous approprier le numérique plutôt que de le subir, la médiation numérique est là pour vous, près de chez vous. Qui que vous soyez, nous vous accueillons gratuitement dans un des 5000 lieux de médiation numérique en France. Porté par la magnifique voix d'Emmanuel Mailloux, qui sera votre animateur pour cet après-midi. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Antoine Durigan, je suis le directeur de l'association Zoomacom. Donc, on est le centre ressources départemental en médiation numérique pour la Loire, mais on intervient plus largement un peu de partout. Et Johan nous a demandé du coup de porter cette journée autour de la médiation numérique, tiers-lieu et les mutations du travail. Alors on s'est dit, pour travailler sur ce sujet-là, il serait très important, je pense, de commencer par se rappeler collectivement qu'est-ce que c'est que la médiation numérique et quelle a été sa place tout au long de l'histoire dans la création de ce que sont les tiers-lieux. Pour ça, donc, on va avoir plusieurs invités qui vont nous parler de l'historique, de l'ADN de la médiation numérique, de où on en est maintenant, et où est-ce qu'on va ? Et se poser la question si dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, la médiation numérique, quelle place elle aura ? Comment notre métier va changer ? Et aussi se poser la question, quelle place on aura certainement dans cette dynamique de tiers-lieu, ou pas, à voir, ce sera à discuter. Alors, pour parler de tout ça, je vais inviter sur scène plusieurs personnes, donc Oriane, Stéphanie, Garlane, Stéphane, Claudie, et Denis, tu veux nous rejoindre ? Du coup, pour parler un petit peu d'AFNIC. Alors, je vous laisse vous installer comme vous voulez, pas besoin de faire par groupe d'époque.
Alors, je vais vous laisser vous présenter, tout d'abord. Bonjour à tous, je suis Oriane Ledroit, je suis directrice de la mission Société numérique à l'Agence du numérique, qui est un service à compétence nationale au sein du ministère de l'économie et des finances, et qui travaille notamment pour le pôle Société numérique que je pilote, qui travaille sur les questions de médiation numérique, d'appropriation numérique par la population française. Je m'appelle Claudie Le Breton et comme mon nom l'indique, je suis breton, du département des Côtes-d'Armor, le plus beau département de Bretagne, bien sûr. Et j'ai été élu local pendant plusieurs années, passionné par les enjeux du numérique dans les années 90, et j'ai produit un rapport en 2013 à la demande de Cécile Duflot sur les territoires numériques de demain, sur une approche vue du côté des collectivités territoriales. Et maintenant, n'ayant plus d'engagement, je travaille avec des équipes universitaires, entre autres, et puis avec des amis qui, ici présents, on se retrouve fréquemment sur tous ces sujets. J'étais à Mende. C'est comme ça que j'ai rencontré Johan Duriot, d'ailleurs, et qui m'a invité à venir participer à vos travaux. Voilà. Alors, bonjour, moi je suis Garlane Nison, je suis coordinatrice du réseau des EPN Drôme-Ardèche pour le syndicat mixte des inforoutes et co-animatrice de la Coraya et depuis peu présidente de l'association nouvellement créée, dont on parlera tout à l'heure. Je m'appelle Stéphane Delahaye, comme mon nom l'indique, je viens d'une haie. C'est nul, je te l'accorde, Donc, je suis, d'une certaine façon, je suis médiateur numérique. J'y suis depuis 1999. J'ai eu l'occasion de créer un espace public numérique, de l'animer, et puis d'être délégué régional d'Arsenic, ceux qui ont commandité le petit clip que vous avez vu juste avant. Et maintenant, je suis animateur du pôle formation d'Urban Prod, qui est on peut le dire et on se revendique comme tel, comme un tiers-lieu, dont l'ADN de base est effectivement la médiation numérique. Et je suis resté administrateur d'Arsenic, donc je parle avec plusieurs casquettes. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Stéphanie Lucien-Brun et comme mon nom l'indique, je suis presque brune. Enfin bon, là, c'était juste pour continuer dans la série. Vous surpassez aujourd'hui, hein. Alors, en fait, moi, je suis comme Stéphane, je suis ici avec plusieurs casquettes. Je suis entrepreneuse indépendante et je travaille sur les questions de littératie numérique depuis 2010. Depuis 2001, je travaille sur les questions d'inclusion numérique avec toute une histoire dans le champ handicap et numérique. Je suis cofondatrice du réseau des EPN du Lyonnais, donc les espaces publics numériques du Lyonnais, et cofondatrice de la coordination Rhône-Alpes de l'Internet accompagné, donc avec des personnes qui sont dans cette salle et ceux dont Garlane va à nouveau parler. Et puis, je rebondis sur la question qui n'a pas trouvé encore de réponse que vous avez posée. En fait, je suis aujourd'hui fortement impliquée dans le développement d'un tiers-lieu qui est à Lyon et qui s'appelle Locomotive et qui est un tiers-lieu très fortement marqué par l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous, Denis Bansu, donc j'ai laissé ma casquette là-bas, mais j'en ai deux autres à vous présenter. Donc je travaille pour la Fondation AFNIC pour la solidarité numérique. À ce titre, on soutient des projets, notamment des tiers-lieux. Et par ailleurs, je travaille à la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, et en ce moment particulièrement sur les questions du travail avec le transformateur numérique qu'on a monté avec l'ANACT et la musette numérique de l'Actif, qui est un prototype. Merci de ces présentations. Alors, comme je l'ai dit, avant tout, on va se poser la question de la médiation numérique. Où est-ce qu'on vient ? Et du coup, pour parler de ça, vous en avez vu, il y en a deux, ils ont dit « Moi, j'ai commencé en 99, moi, j'ai commencé en 2001 ». Du coup, on va leur donner la parole, et c'est eux qui vont nous parler un peu de ça. Et je crois que, Stéphanie, tu voulais t'appuyer sur une frise chronologique qui va s'afficher en haut. Oui, alors les personnes de la technique m'ont dit qu'il fallait que je fasse une phrase qui dure 30 secondes, hein, le temps qu'ils aient le temps d'afficher la frise. Alors, en fait, l'idée, c'est pas qu'on vous fasse un exposé de 10 minutes... Qu'était la médiation numérique avant d'être la médiation numérique et pourquoi on parle aujourd'hui d'animation
de médiation numérique et plus d'animation multimédia. Simplement, avec Stéphane, on va essayer de vous resituer quelques points pour vous donner une idée de la temporalité dans laquelle on s'inscrit et aussi des différentes échelles territoriales dans lesquelles on s'inscrit. Alors ce travail, il a besoin d'être actualisé. Ça avait été produit donc, pour des rencontres, les rencontres d'Autran, ça c'est celle de 2011. Et en fait, il y avait une thématique autour de la médiation numérique avec une envie partagée de pouvoir repenser un petit peu d'où on venait, où on allait, etc. Et donc le travail avait été fait d'essayer de comprendre comment les choses s'étaient développées dans le temps. Donc en fait, cette frise, vous retrouvez le niveau européen tout en haut, ensuite les différents dispositifs territoriaux, parce qu'en fait j'arrive pas à voir sur l'écran, les mots de l'accès public, les initiatives territoriales, les grandes rencontres qui ont marqué l'histoire, et puis les acteurs et les réseaux, et enfin les différents dispositifs nationaux. Et alors ce qui est un petit peu compliqué justement à suivre, à comprendre et à tracer avec cette histoire de médiation numérique qu'on a appelée pendant longtemps l'animation multimédia, c'est l'imbrication de tous ces acteurs qui ont toujours été très protéiformes, à la fois dans les professionnels qui menaient les actions, dans les dispositifs territoriaux et dans la façon dont les uns et les autres parlaient de ce qu'ils faisaient. Le besoin initial, l'enjeu auquel répondaient les uns et les autres, ça a toujours été le même. C'était effectivement de permettre l'entrée de nos vies dans des modes de fonctionnement, d'interaction de plus en plus marqués par le numérique. Donc en fait, quand on regarde, ça a commencé aux États-Unis avec Al Gore qui a parlé du digital divide et des autoroutes de l'information. Donc avec là une analogie avec finalement ce qui relevait des infrastructures, autoroutières, routières. Et puis en France, assez rapidement, c'est au niveau de territoire que se sont pensées la façon dont des espaces. Alors au début, ça a été pas mal ce qui pouvait se passer dans les bibliothèques, médiathèques. Alors là, je parle sous contrôle de certaines animatrices qui sont en bibliothèque, mais aujourd'hui, c'est encore 60% des espaces publics numériques, ou sous le contrôle d'Oriane plutôt, 60% des espaces publics numériques sont aujourd'hui en médiathèque, bibliothèque. Donc il y a eu des mises en réseau au niveau territorial, et puis en parallèle, un ensemble de dispositifs qui se sont développés, portés par des structures d'éducation populaire, MJC, par les centres sociaux, avec l'enjeu effectivement derrière, ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon un peu parfois de façon un peu dérogatoire, les ateliers cliqués déplacés. On était vraiment à un moment où il s'agissait d'accompagner les unes et les autres à une prise en main des interfaces, à une compréhension des bases de la navigation. Donc ça a duré pendant un certain temps. Ça existe toujours, même si ça peut passer sur d'autres formats. Et puis, par rapport à ça, il y a eu des dispositifs nationaux, des réseaux nationaux qui se sont mis en place avec à la fois les acteurs de la culture. Donc ça, peut-être tu peux en parler sur le réseau culture. Sur les espaces culture multimédia. Donc, en gros, il y avait quand même derrière, malgré tout, une ambition politique nationale, quand même, avec un discours qui est noté ici, qui est le discours de Hourtin, de Lionel Jospin, qui à l'époque était Premier ministre, et qui a demandé à ce qu'un certain nombre de services, un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de ministères puissent se mettre en branle sur cette question-là, avec un plan d'action gouvernementale pour la société de l'information. Et donc, parmi les acteurs mobilisés, il y a eu les ministères, notamment le ministère de la Culture, avec les espaces culture multimédia qui avaient été initiés un petit peu avant et là qui ont pris un petit peu du galon. Et puis le ministère du Travail avec les points d'accès au télétravail. On a eu la Caisse des dépôts qui s'est mobilisée avec le dispositif des cyberbases.
On a eu évidemment jeunesse et sport avec les points d'information jeunesse qui sont devenus presque de facto des points cibles. Voilà, et on retrouve tous ces labels-là. Voilà. Donc l'État a commencé par ses propres services, et puis après, petit à petit, ça s'est décliné. Et petit à petit, donc les notions ont évolué, les collectifs se sont mis en place, collectifs professionnels, rencontres, réflexions. Et je pense que dans les évolutions significatives, il y a peut-être deux choses à retenir. La façon dont on est passé de la notion de fracture numérique, qui était donc le digital divide des années 90, à aujourd'hui plus une approche via les fossés numériques, même si c'est déjà la 2011, le rapport du Conseil national du numérique, qui a fait fortement ressortir cette diversité des fossés qui existent, enfin diversité, il n'y en a pas tant que ça. Première notion. Et puis, deuxième changement, c'est la façon dont on est passé de l'animation multimédia à la question de la médiation numérique. Donc là, on est d'accord avec Stéphane, ce changement à la médiation numérique, il est lié aux premières assises de la médiation numérique qui se sont tenues à Ajaccio, et ça a été le moment où, on va dire, la communauté des acteurs agissant dans le champ de l'ancienne animation multimédia et le développement social numérique des territoires s'est approprié ce terme médiation numérique, non sans quelques débats, quelques controverses et quelques échanges sur l'opportunité d'adopter ce mot de médiation numérique. Après, le clip qu'on a vu autour de la médiation numérique a quelque chose d'assez... illustre très bien la façon dont maintenant on l'utilise de façon très générique, sans forcément le déconstruire. Et la question de la médiation numérique, ce terme permet de ne plus fixer cette question de l'accompagnement à l'appropriation à un titre professionnel, qui était celui des animateurs multimédia, mais de génériser la fonction d'accompagnement à finalement un ensemble d'acteurs de métiers qui peuvent être amenés à avoir des activités de médiation avec des publics. Voilà, peut-être... On est dans un cas de figure assez particulier où c'est à la fois... on revendique un métier, celui de médiateur numérique, mais c'est aussi une fonction que l'on peut avoir, ou une posture que l'on peut avoir. Un enseignant peut faire de la médiation numérique, un bénévole, un militant dans un syndicat peut faire de la médiation numérique, donc il peut assumer cette fonction-là, mais on revendique aussi le fait que c'est un métier en tant que tel, avec des filières, des formations, des parcours spécifiques. Voilà, on a le titre de conseiller médiateur en numérique, par exemple. On a Jeunesse et Sport qui continue à entretenir ces titres et même à les faire évoluer. Donc c'est aussi un métier. Et sur la question de la fracture numérique, parce que ça revient toujours, notamment auprès d'un certain nombre de décideurs ou d'élus, qui parlent encore de cette notion-là, qui est un petit peu éculé ou un petit peu facile. Alors, on la résume souvent à la fracture d'accès, donc avoir accès à Internet, accès à un débit, à haut débit, et maintenant à très haut débit. Et en fait, nous, assez rapidement, on s'est tous rendu compte que c'était pas une fracture, mais des fractures générationnelles, des fractures territoriales, des fractures économiques, des fractures liées au handicap, des fractures, toutes sortes de fractures. Et puis ces fractures sont devenues absolument immenses jusqu'à devenir des fossés. Et qu'on essayait tant bien que mal de réduire ce fossé-là, ou de construire des ponts qui permettaient de passer de l'autre côté. On a essayé de faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où, pour penser l'importance de la médiation numérique, en fait, il faut d'abord penser par l'inclusion sociale, et se dire que l'usage du numérique, c'est d'abord une question d'accès aux droits, d'exercice de la citoyenneté, d'accès à la culture, et que cette pensée, à mon sens, par les fossés n'est peut-être plus non plus forcément la bonne. Et ça, déjà, dès 2005, pour ceux que ça intéresse, le côté un peu histoire et tout, dès 2005, il y a un rapport super intéressant qui a été écrit par un groupe d'experts qui parlait déjà de l'inclusion comme étant finalement le bon prisme
pour penser la façon dont, dans des environnements, se déploient des actions d'accompagnement et de facilitation des usages. Après, Antoine, enfin, je sais pas, je pense qu'on peut là-dessus. Oui, moi juste sur votre intervention, j'ai 2 questions qui me viennent. Dans ce que vous avez dit, on voit bien qu'il y a eu une mutation du travail, un peu le thème d'aujourd'hui, de passage d'animateur multimédia à médiateur numérique, même si ça s'est ouvert à un plus large public. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que tous les animateurs multimédia historiques se reconnaissent de la médiation numérique, ou est-ce que il y a des disparités? Tu étais du genre à calmer les esprits, à entretenir les polémiques, c'est formidable. Ouais. Donc, alors, j'ai un point de vue très personnel sur le terme de médiation numérique. Moi, je pense que c'était le bon moment en 2011 de porter ce terme-là, parce que, et aussi parce que j'ai une casquette un peu cachée que j'ai pas osé affirmer, une casquette un peu plus d'élu local, on va dire. Et je côtoie ce milieu-là à Martigues, et à 40 km de Marseille, petite ville de 50 000 habitants. Je vais pas vous faire la carte postale. Mais ce qui a commencé à devenir inquiétant à partir de 2008-2009, c'est des réflexions un peu simplistes et qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est mais maintenant, puisque les gens sont équipés à la maison, puisque le taux d'équipement dépasse les 80%, et maintenant on est quasiment à 90%, à quoi ça sert que ces lieux existent encore ? Et on a eu, nous, il n'y a pas très longtemps, dans notre institution régionale, cette réflexion-là à un haut niveau, qui a été exprimée en disant mais ça ne sert plus à rien. Pourquoi les gens continuent à venir chez vous alors qu'ils sont équipés ? Alors qu'un smartphone, ça ne coûte plus rien, alors qu'un ordinateur, ça ne coûte plus rien, une connexion Internet, ça ne coûte plus rien. Pourquoi les gens continuent à venir chez vous ? Et effectivement, on s'est posé cette question-là. Après, ça a eu un impact très fort, ce genre de réflexion-là, puisqu'on a eu des réseaux qui ont disparu d'un trait de plume du vendredi pour le lundi. Et c'est arrivé, je ne citerai pas d'exemple, mais sur des territoires, un département qui a fait le choix du vendredi pour le lundi d'arrêter le soutien à son réseau. Basé sur cette réflexion-là. Et parce que derrière, il n'y avait personne pour répondre en disant mais non, en fait, on était dans une espèce d'état de sidération et on n'avait pas forcément réfléchi à nos pratiques. Et donc, dans cette réflexion-là, on s'est dit mais pourquoi on nous veut du mal ? Enfin, donc, c'est là où est arrivée la question de l'accompagnement aux usages et non pas la lutte contre la fracture numérique, qui était un peu réductrice, effectivement. Et puis, il y a, moi je le dis, j'ose dire que c'est du marketing sectoriel. C'est-à-dire qu'un animateur multimédia, l'animateur, c'est celui qui va, avec des jeunes, derrière son centre social, partager un moment, partager un café quand c'est pas autre chose. Et ça fait un peu peur, ça fait pompeur de subventions, ça fait voilà, c'est difficile. Pourtant, c'est un des métiers les plus nobles qui soit. Mais en termes d'image, c'est comme quand on travaille dans le champ d'insertion. On a beau faire des choses absolument extraordinaires, on se traîne une image un peu débile, voilà, qui est là depuis des dizaines d'années. Un médiateur numérique. Alors, multimédia, en plus, ça faisait au school. Multimédia, ça faisait CD-ROM ludo-éducatif. Vous voyez, ça faisait à 10 bouts de chou, quoi. Donc, depuis, on a changé. Médiateur numérique, ça générise les choses. Ça lisse un petit peu les choses. On ne peut pas être contre un médiateur numérique, c'est sympa, un médiateur numérique. Voilà. Un animateur multimédia, c'est... Ah oui, donc c'est un animateur, quoi. Voilà. Et un animateur, dans une médiathèque, ça n'existe pas des masses, par exemple. Un médiateur numérique, ça, c'est plus évident. Donc, il y avait une nécessité à franchir un cap, à parler de l'accompagnement aux usages et non plus à la lutte contre la fracture numérique. Et du coup, ça a été la bonne opportunité pour changer aussi de vocabulaire. Ce qui n'empêche qu'un très bon médiateur est avant tout un très bon animateur. D'accord, merci. L'autre point, c'était de dire que Yoann nous a parlé tout à l'heure, de dire que les tiers-lieux viendraient apparemment en grande partie de la médiation numérique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle place il y a eu ? On dit souvent que les tiers-lieux, il y a eu un fort lancement au niveau d'Autran, qui a été un lieu où on a beaucoup discuté tiers-lieux finalement pendant des années. Quel est votre point de vue là-dessus ? C'est toujours sympa la posture d'archéologue alors, je suis pas sûre moi d'avoir une position forcément très tranchée. Après, je pense que c'est une histoire de culture et de culture professionnelle et de la façon dont un certain nombre de têtes de réseau, d'acteurs réseau se sont rendus compte que effectivement l'évolution des pratiques de médiation numérique s'inscrivait dans une territorialisation, re-territorialisation forte de leurs pratiques.
C'est-à-dire qu'au moment où on évolue d'un atelier, où on est dans du face-à-face, je vous apprends à naviguer sur Internet, etc., et où on rentre vraiment dans des logiques de projets, et de projets qui sont inscrits sur des territoires, des projets qui sont pluripartenaires, des projets qui ambitionnent de répondre à des enjeux sociétaux forts, que ce soit effectivement l'accès des publics des plus éloignés, la transition écologique, la facilitation d'organisations collectives, etc. De fait, il y a un certain nombre d'espaces publics numériques qui ont ouvert leurs portes, même si ça peut être aussi un peu en théorie qu'elles ont ouvert leurs portes, mais je pense qu'elles ont en tout cas ouvert leurs esprits au fait que les usages du numérique n'étaient plus qu'une histoire d'usage individuel consommateur, mais étaient effectivement la facilitation d'usages territoriaux, structurants et collectifs. Alors je vais donner des exemples concrets, c'est quand des animateurs multimédia, devenus médiateurs numériques, mais peu importe le nom, se sont mis à accompagner des collectifs, à faire des cartoparties, à organiser cartoparties, moi je pense que vous savez, cartographie du territoire, à monter des plateformes wiki sur la vie associative du territoire, et ça on pourrait décliner comme ça par un ensemble d'exemples de projets ancrés territorialement. Là, on est, pour moi, effectivement, dans quelque chose qui donne émergence à un certain nombre de tiers-lieux qui, finalement, sont des rassemblements d'acteurs qui ont quelque chose à faire ensemble dans une relation à un territoire et qui vont aller mobiliser le numérique dans leur pratique. Certains et avec potentiellement un certain nombre de PN qui ont pris cette dimension tiers-lieu élargie, mais très clairement aujourd'hui, il y a plein de tiers-lieux qui ne font pas du tout de médiation numérique, qui font pas de médiation numérique envers leur public, même si de fait, un tiers-lieu, il y a nécessairement des formes de médiation numérique pour permettre d'outiller l'ensemble des membres de la collectivité, du collectif réseau, de la communauté, quel que soit le nom qu'on lui donne, à la façon dont les connexions se vivent au quotidien entre les membres de ce réseau. Ce que je trouve important dans ce que tu dis, finalement, c'est que tu flèches la question du décloisonnement. Et dire qu'aujourd'hui, qu'on soit avant la médiation numérique et aujourd'hui, qu'on soit les tiers-lieux, le Fab Lab, etc., je trouve qu'on est des outils pour le territoire qui travaillent au décloisonnement et à éviter le travail en silo. C'est pour ça qu'on parlait, la posture de coworking, elle est un peu là. C'est des corps de métier qui se touchent, qui s'interpénètrent et qui permettent de créer de nouveaux projets. Et aujourd'hui, je pense que la médiation numérique, par un savoir-faire spécifique, on s'est retrouvé dans cette posture-là. On a fait travailler, ça a commencé avec les collectivités, mais c'est faire travailler le service jeunesse avec le service innovation et compétitivité, parce qu'ils se parlaient jamais. Et voilà, je pense qu'on a eu cette posture-là, en tout cas. Stéphane. Compléter avec l'exemple de ce qui s'est passé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'il y a un dispositif qui s'appelle le programme ERIC, donc c'est le nom régional du dispositif des EPN. Et on a un groupe qui est venu un peu hacker notre territoire en disant venez, on va vous accompagner à faire une mutation vers les tiers-lieux. Bon, donc jamais entendu parler de cette notion de tiers-lieu. Bon, le tiers-lieu, c'était l'espace entre la maison et le travail, ou l'école et le travail. Donc ça, depuis la place du village, il y a eu des tiers-lieux. L'Agora, c'était un tiers-lieu. Bon. Je me dis, mais qu'est-ce qui vient nous... Pourquoi, quoi? Et donc on n'a pas tout bien compris, en fait, pour rien vous cacher. Ça a duré 1 an et demi, cette histoire. Il y a des gens dans la salle qui étaient sur le dispositif. Et quand ils sont repartis, en fait, ils ont laissé des graines qui ont mis du temps à germer. Et donc, ces lieux-là se sont appropriés ces termes, cette posture, les notions de concierge, les notions d'animation permanente, de décloisonnement dont tu parles. Et le côté, on est canal historique de la médiation numérique, on va rester tout seul. Non, ce côté-là a évolué, fort heureusement. Et moi, j'ai commencé à comprendre et à adhérer, parce que c'est pas facile. On peut comprendre et ne pas adhérer. J'ai compris et adhéré à partir du moment où j'ai revu mon camembert du Trivial Poursuite. Vous savez, c'était une des illustrations. Donc je trouvais intéressant que le tiers-lieu soit le camembert du Trivial Poursuite et que dedans il y avait des morceaux de camembert. Il n'y avait pas forcément tous les morceaux de camembert d'ailleurs. Et chacun était un service proposé. Il y avait la médiation numérique, il y avait du Fab Lab, il y avait du coworking, il y avait pourquoi pas de la Startup Nursery. On pouvait se développer
en agrandissant, enfin en rajoutant des morceaux de camembert, et avec l'idée aussi, ce qui m'intéressait en tant que gestionnaire de lieu et d'organisation, que même si on enlevait une de ces parties-là, ça ne remettait pas en cause toute la structure. Ça, je trouvais ça très intéressant, et le fait que ce soit circulaire, et le terme qui m'a le plus marqué, que je reprends, c'est le tiers-lieu comme un espace de rencontre improbable. Et ça, moi, je le récupère plus souvent, et je le réutilise plus souvent que l'espace polymorphe modulaire. Bon. Merci à vous deux pour cette partie un peu sur l'historique et d'où on vient.